Qu'est-ce qui fait que tu es Jean-Pierre? Ben, comme tous les Jean-Pierre, voilà. Bon. J'ai eu une vie un peu mouvementée, quoi, voilà. Voilà, que je ne regrette pas d'ailleurs. Voilà. Bon, je suis rentré dans le banditisme, non par erreur, parce que je l'ai voulu, voilà. Je suis né d'une famille de francs-maçons, mais je ne suis pas franc-maçon, voilà. Mon grand-père avait inventé le compas à Tracé-Loge. D'abord, il est aux arts et métiers, Ludovic Ferry, voilà. Et ma grand-mère Marie aussi était franc-maçon. Donc, mon père en a fait partie aussi, ma maman aussi. Et malheureusement, j'avais un frère que j'estime toujours et qui était trisomique. Mon frère, c'était l'aîné, j'avais 2 ans de différence avec lui. Et quand j'allais à l'école avec lui, on se moquait de lui, à part des camarades qui étaient sincères envers moi, toi, qui étaient gentils avec lui. Mais dans la rue, je voyais toujours ses regards portés sur lui, comme une bête sauvage, tu vois. Alors j'en avais marre, hein. J'étais gamin, j'avais 13 ans à l'époque. J'avais envie de leur dire, mais arrêtez de tirer sur la bête, toi. Ils étaient toujours en train de regarder. Et il y en a qui l'évitaient, des fois. Bon. Et puis un jour, j'ai eu une alternance un peu sévère, parce qu'on était dans une vitrine de charcutier, et puis il y avait une tête de cochon qui était en vitrine, et mon frère il rigolait, il n'arrêtait pas de se marrer, toi. Et moi aussi ça me faisait rire. Et le charcutier il sort, il dit ouais, casse-toi de là avec ton monstre et tout, il me tire le bras, je le pousse et tout, je dégage. Et puis après on rentre chez mes parents, et puis mon père, il repasse devant le lendemain, il dit ouais, monsieur Taliaferri, il faut que je vous voie, votre fils là, il est impoli, il a failli me frapper et tout. Alors mon père, il comprend pas, il dit ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ouais, je veux pas le savoir, si je le revois devant ma vitrine, je sors, je le coupe en morceaux, j'en fais du boudin, quoi. Alors, mon père dit c'est bon, ça va, rentre chez toi. Le vieux du bâtiment, il fallait pas trop l'énerver non plus. Donc le soir, je rentre, et mon père il rentre, il dit viens ici. Il dit qu'est-ce qui s'est passé avec le charcutier? Je dis rien, c'est qu'il aille se faire foutre et tout. Elle me dit ah bon? Il dit ah, t'as voulu le frapper? Je fais ben, ouais, ouais, ouais. Alors il me faut une tarte, il comprend pas, il croyait que j'étais mal poli. Et j'ai pas dit que c'était à cause de mon frère. Donc je vais dans ma chambre, allez hop, il m'amène à manger, il m'enferme et puis il se barre. Bon. Le lendemain, ma mère elle m'ouvre, elle me dit qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il t'a giflé? Alors je explique l'anecdote à ma mère. Mon père rentre du travail, il était 14 heures. Et elle lui dit, tu sais, avec Jean-Pierre, voilà ce qui s'est passé. Oh putain. Il arrive, le vieux, devant le charcutier, il l'attrape, boum, 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 il le frappe. Mais véridique. Hein. Voilà. Et alors, donc le charcutier avait le pif en sang et tout, tu vois. Et puis, il a appelé les flics sont venus. Alors, surtout mon père, ancien résistant quand même, tu vois, il pouvait pas voir les uniformes. Je me rappelle, à un moment donné, on habitait dans l'Oise. Il y avait une petite fermette, tu vois, et il détestait le garde champêtre parce que il était habillé, ça lui rappelait, tu vois, il a fait le gendarmerie, tu vois, avec son tambour avise à la population, tu vois. Et oh, quand il entendait ce mot-là, il prenait son fusil de chasse, il tirait en l'air. Et le garde champêtre, il se barrait. Pourquoi on te surnomme Angelo? D'où ça vient? Angelo, qui est mon deuxième prénom, mon nom de baptême, dans la Bible, c'est l'ange du feu. Voilà. Alors, mais j'ai pas mis le feu partout pour ça. Alors, le 13e arrondissement, j'avais 14 ans, j'ai rencontré, parce que bon, c'était un peu, il était un peu chaud le 13e, voilà, on était tous dans des cités, tout ça, voilà. J'ai fait partie des blousons noirs, tout ça, avec les petites mobilettes, tout. Et j'ai rencontré des gens plus âgés que moi, qui avaient 27 ans, qui étaient les frères Intel, voilà. Je dirais pas leur nom par pudeur, puis c'est normal, par respect pour eux. Eux, ils avaient des vieilles trahisons, des vieilles frayades, tout ça. Et ils tapaient déjà les banques. Et ils adoraient mon frère. J'allais à un café qui s'appelle Le Commerce. Dans ce café, il y avait un jeu de fléchettes, il y avait un billard, il y avait baby-foot, tout. Et ils se garaient, je les voyais arriver avec la frégate, toi. J'étais avec mon petit frère, on jouait au baby, t'es content, il était là, football, football, tu vois. Et il rentrait, il faisait la bise et tout, tu vois. Et puis, à chaque fois, il laissait
des petits billets d'argent, des cadeaux, tout ça. Il avait acheté un mécano, je me rappelle. Et puis lui, ils aimaient bien quand ils les voyaient, il était un gangster. On dirait qu'il avait deviné ce qu'il faisait. Alors ils étaient contents. Ah, Michel, un gangster. Bon, un gangster. Il était tout content, voilà. Et après, j'ai fléché avec eux, quoi. Voilà. Et puis j'ai fait mes premières banques, mes premières pauses avec eux, voilà. Après, c'était les fourgons, après, voilà. Comment tu as commencé? Alors, c'était à Bercy, où il y avait anciennement les caves à vin. C'est où il y en a qui venaient bosser et ils préparaient le vin. Tu sais. Il y avait même une diligence, ça s'appelait le postillon à l'époque. Il y avait une vraie diligence, le mec habillé, chapeau et tout, bottes, qui passait pour faire la réclame dans les rues. Et donc, dans ces caves à vin, là, il y avait un bureau aussi qui était à l'extérieur. Et les gens qui travaillaient à Bercy, au vin, là, ils venaient se faire payer. Dans cette petite cabane en bois, il y avait un comptable, il y avait tout ça. Et les frères Attel avaient le tuyau, et ça a été mon premier braquage. Voilà. Donc voilà, je suis rentré avec un qui s'appelait Daniel, qui était adorable. Hop. Alors il y avait le monsieur qui était avec sa blouse grise, je me rappelle son stylo. Il avait ça dans une boîte en bois, et c'était dans des enveloppes, tu sais, il y avait des payes avec les fiches de paye. Voilà. Alors, à l'époque, on avait pris presque une brique, ça faisait de la monnaie. Hein. Voilà. Et puis après, on est reparti avec la frégate et tout. Puis après, ils m'ont permis de rentrer en boîte parce qu'ils connaissaient bien les patrons et tout ça, parce que j'étais déjà bien formé pour mon âge. Tout. Et puis ouais, après, c'était vogue la galère. Quoi. Le coup dont tu es le plus fier? C'est que le coup le plus fier, bon. Alors bon, j'ai jamais été un indique à la police. Je connais beaucoup de policiers parce que quand j'étais à l'école, on était à l'école ensemble. On a passé le certificat d'études, c'était des potes d'école. Et j'avais un pote qui a fini divisionnaire. Et un jour, avec mes amis, on tape deux banques en même temps. Et là, c'était chaud parce qu'ils avaient mis les moyens. Alors ça tournait partout, les flics et tout. C'est à l'époque, ils avaient des dauphines noires et blanches, braquets de police, ils avaient les 403, là, tout ça. Et moi, je me retrouve devant le commissariat où mon pote est divisionnaire. Qu'est-ce que je fais? J'ai à mes potes, cassez-vous, on se décagoule, tout ça, je mets les cagoules dans le sac, tout, hop, les gants, tout. Et je vais au commissariat carrément voir mon pote pour l'inviter à manger à midi. Je voyais de temps en temps, on mangeait ensemble le midi, mais je lui disais jamais rien. Voilà. Alors il me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai rien, je veux passer ma ceinture noire de judo, je veux être prof de judo. Il était judoka lui aussi. Ah, très bien, je suis fier de toi et tout. Donc j'arrive avec les deux sacs. Il y a marqué Adidas, de sport, on avait mis tous les billets. Et j'arrive à son bureau, j'ai là, il est là, un tel et tout. Ouais, il est là, ouais. Je frappe, ah, il m'embrasse et tout. Je dis, viens, je t'invite à manger à midi. Il me dit, t'arrives d'où là? Je dis, j'arrive du sport, tu peux me garder mes sacs de sport. Déjà, il ne comprend pas deux sacs. Il met ça dans son vestiaire avec un cadenas. Et on va au café d'en face. Donc je l'invite à déjeuner. Tu vois. Il y avait moi, il y avait un homme à loup aussi qui est venu nous rejoindre, qui a mangé avec nous. Et puis aussi une secrétaire, tu sais, c'est qui tape quand. Voilà. Janine, je me rappelle d'elle, elle était adorable. Et pendant ce temps-là, les flics nous cherchaient, mais je bouffais avec leur patron. Et le patron n'était pas au courant qu'il avait fait ce hold-up, tu vois. Et de temps en temps, il rentrait même. Je me rappelle, ils avaient barré tout le périphérique, ils avaient envoyé un hélico, parce qu'ils cherchaient la voiture, tu vois. Et ils rentraient même dans le café. Ouais, bonjour, patron. Et, ils sont volatilisés, je comprends pas, toi. Moi, je leur disais, mais respect, oh là, faut les retrouver. Hein. Donc, on a mangé jusqu'à 16h. Je regardais la pendule dans un temps. Parce que je sais que vers 18h, ils enlèvent les barrages. Les gens, ils rentrent de travailler sur le périph' et tout. Quoi. Bon. À 16h, hop, je le raccompagne à son bureau. Et puis, je lui dis, tiens, passe-moi mes sacs de sport et tout. Vois. Il me passe les sacs. Il dit, mais ils sont lourds. Un kimono, mais c'est lourd. Qu'est-ce que tu fous avec ça? Et il voit l'autre, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'autre? Je sais pas, t'inquiète pas, c'est des affaires de sport. Il voit tous les bifetons. Oh putain.
les cagoules, les gants. Bon, alors là, il s'est rué sur moi. Pourtant, c'était un pote de 30 ans, on était à l'école ensemble, on a même fait la maternelle ensemble et tout. Oh putain, il m'a mis des coups de poing dans la gueule, j'étais là, je rigolais, arrête, tu me fais mal. Il m'a mis une tourlousine, tu vois. J'avais même un petit pochon, tu vois. Il m'a dit, tu prends ça, tu te dégages avec tes sacs. Maintenant, on n'est plus des amis. Alors, ils m'ont vu sortir du bureau, j'avais un pochon, ils ne comprenaient pas, les mecs. Et puis, je suis rentré chez moi, j'ai pris le métro, tranquille, et puis voilà. Et alors, je suis passé devant ma mère, alors ma mère, elle me dit, tu vas où avec ça? Je dis, rien, je vais dans ma chambre. Elle voyait que j'avais le pochon, tu vois. Elle rentre dans ma chambre, elle ferme la porte, elle dit, ouvre-moi ces sacs tout de suite. Elle voit l'argent, elle me dit, vire-moi ça de là avant que ton père arrive. Parce que mon père, il croyait que j'étais maître nageur. Voilà. Et on a même caché des sacs dans les placards de piscine et tout, des autres hold-up et tout. Quand on préparait ça, je préparais toujours une sortie de secours. Tu vois, on allait à la piscine, dans les vestiaires de piscine, clac, clac, on faisait le code. On passait toute la journée à la pistage, tranquille, voilà. Ou dans les salles de culturistes, ou plein d'endroits. On les avait devant nous, et une des premières banques qu'on avait fait, on rentre, on tape, et le patron du café nous voit rentrer, parce que la banque, il y avait que la rue à traverser. Il était là. Mais cassez-vous, vous êtes recherché. Il nous disait, cassez-vous, vous êtes recherché. Alors nous, on enlevait tout, et le sac, et les sacs, on les cachait sous le billard. Tu vois, et les flics, on les voyait arriver, ils rentraient dans la banque, et on les ressentait avec le directeur, ils allaient au café pour expliquer comment ça s'est passé, tu vois, avec un ou deux employés. Et le Durlot, il savait que c'était nous, parce que vu les carrures et tout, et nous, on avait mis des maillots, maître nageur, sauveteur, CNP et tout ça, tu vois. Et on saluait les flics, bonjour. Et vous avez rien vu? Ah, non, on vient d'arriver et tout. Et le Dirlo, il avait senti que c'était nous. Il nous a pas dénoncé, mais... Alors voilà, plusieurs fois, on les a rusés comme ça. Ils en avaient marre. Ça serait à refaire, je ne le referai pas. Je suis franc, je ne suis pas un faux cul. J'ai plusieurs qualités sportives, toi, où je serais prof de judo, où je serais maître nageur, tout ça. Parce que, bon c'est vrai, j'ai laissé des plumes dans les prisons les plus dures, toi. Voilà, Poissy, Clairvaux, tout ça, c'est des centrales dures, toi. Mais j'ai pas de regret, parce que le seul regret que j'ai, c'est... Comme on dit, hasta la vista, qui vivra verra. C'est que mon petit frère, il est parti à 50 ans, il est décédé, toi, voilà. C'est mon plus grand regret, c'est mon bouquet de fleurs, lui. Voilà. Quand est-ce que le cinéma est arrivé dans ta vie? Alors, quand je suis sorti, j'ai vécu dans un temple tibétain pendant à peu près 2 ans et demi. Je suis un grand oncle dans la communauté tibétaine. J'ai mes neveux, j'ai tout. J'ai appris pas mal de choses. J'ai appris d'ailleurs un deuxième métier, le hatha yoga, vraiment pur, mais le pur, voilà. Après, j'ai travaillé dans une salle de... j'ai connu une dame qui s'appelait Marine. J'ai travaillé, elle avait loué un appartement qu'elle devait rembourser très cher, 123 boulevard Malesherbes. Et je donnais des cours de hatha yoga, j'avais du beau linge, comme on dit, voilà. Donc voilà. Et après, je vais retourner dans une piscine. Et puis, là, il y avait pas mal d'acteurs qui étaient là, à qui je donnais des cours de yoga aussi. Darmon, Berry, tout ça, Bourdon, tout ça. Voilà donc. Et un jour, il y a Bourdon, il me dit, tiens, tu voudrais pas faire du yoga dans mon film Le Paris et tout, comme tu fais tourner ton... Je dis, ouais, si tu veux, je m'en fous. J'avais pas besoin de ça pour bouffer, parce que j'avais trouvé encore une autre branche. Voilà. C'était pas une branche de piaf, c'est une branche où il y a des aigles, toi. Donc voilà. Et j'ai fait mon premier film Le Paris avec lui, quoi, voilà. J'avais pris un peu de vacances en Italie, et là
j'ai rencontré M. Massimo qui devait faire un film sur la mafia. Il me dit ah, c'est le profil que je cherche, t'en as la Gaule et tout, t'en as le visa, bon, bref. Et j'ai dit bah, vous savez, je suis en prison. Oh, bravissime, bravo. Bon, et j'ai fréquenté un peu les boss qui m'a présenté, dont un M. Dante, qui n'est pas n'importe qui, ça c'est sûr. Et il m'a beaucoup éduqué dans le monde du crime, c'est-à-dire, mais je ne suis pas un criminel, mais il m'a expliqué. Il me dit, tu sais, reste un piaf, c'est mieux, toi. Parce que t'es pas fait, tu peux pas être un mafieux. Tu viens de me dire, tu pourrais pas tuer une femme, tu pourrais pas tuer des enfants. J'ai non, ça. Alors il reste simplement un gangster. Fais les banques, prends des hélicos, va chercher tes potes, reste, voilà. Et ne deviens pas un aigle. Alors je lui dis, pourquoi M. Dante, un aigle, c'est beau. Il me dit, un aigle, quand on lui retire sa montagne, il n'est plus rien, tu vois. Alors, reste à ton stade, ne deviens pas un criminel. Voilà. Tu n'es pas fait pour être un criminel. Voilà. Chez nous, quand on élimine une famille entière, on ne regarde pas s'ils ont des bébés, on n'en a rien à foutre, parce qu'ils nous ont trahis. Voilà. Donc je suis resté ma petite place de gangster. Quand je vois des gosses, même que j'ai des adultes, je m'en fiche, j'aurais la fouille, allez vous éclater. Tout. Mais d'abord, je suis resté un grand diamant. Voilà. Des fois, quand je vois des mômes sur le trottoir avec leurs patinettes, avec puis des connards de gens. Il est passé, il a levé son vélo, mais alors qu'il n'a pas levé son vélo quand il était gosse. On s'est gratté, nous. On avait des traîneaux en bois, et avec des roulements à vide, on descendait sous le trottoir comme des fous et tout. Et là, avec la ficelle, c'était le guidon, on se prenait de ses gamelles. Tout. Il voyait un moment vélo, il a levé sa vélo, il a levé sa moto. Mais, arrête, rentre chez toi, enferme-toi dans ta cave. Si t'aimes pas les gosses, toi, t'en as jamais eu, ça se voit. Toi. Donc voilà. Donc je suis resté un petit gangster, tranquille à ma place, voilà. Mais pas un criminel. Voilà. Ça leur regarde, c'est leur cour, c'est la cour des grands, ils ont ma basse sur tout. Voilà. Je les respecte, ils me respectent. C'est quoi ta filmographie en tant que comédien? Je fais souvent des rôles de gangster, des rôles de gitans. J'adore la communauté des gens du voyage. Quand j'étais en prison, ils m'ont même presque protégé. Hein. Quand j'avais des ennuis, ils déboulaient direct. Parce que j'étais leur écrivain. Parce qu'ils sont très autodidactes. Ils sont loin d'être bêtes. Ils vivent comme des Indiens libres. Voilà. Et quand ils vous aiment vraiment. Quand ils vous aiment pas, vaut mieux pas approcher du camp. Mais, alors, je leur faisais leur courrier, tu vois, parce que comme ils savent pas bien écrire, alors j'avais ma porte de cellule ouverte, alors ils avaient la queue, comme à la sécurité sociale. Ouais, ma couille, bonjour ma couille. Et, alors, pour te dire qui t'aime, bonjour ma couille, ça va ma couille, ça peut se rigoler ce mot-là. J'imagine un mec... aux assises devant un président, bonjour ma couille. Donc j'étais devenu leur écrivain, et alors je vais vous citer une lettre que je l'ai refait en double pour l'emmener chez moi, et je l'ai encadré, je l'avais laissé au mur quand je suis sorti de prison, quand j'étais j'avais retrouvé un petit studio, voilà. Alors il me dit, voilà, bon ma couille, écoute-moi, tu vas écrire comme je te dis et faire le dessin que je te dis, parce que sinon, ma femme, elle ne va pas comprendre. Ok. Alors, je dessine la cellule, tu vois, avec les lits, 1, 2, 3 lits, tu vois, et il me dit, voilà, tu pars d'en bas, tu fais une flèche comme ça, tu pars d'en bas, tu fais une flèche, et tu marques main lit, pas mon lit, main M-A-I-N. J'adore leur orthographe, tu vois. Main lit est en haut, sinon elle ne va pas comprendre. Alors je fais une superbe flèche et je marque main lit est en haut. Ok. Alors après il me dit voilà, c'est notre Pral qui écrit pour nous, c'est notre écrivain. Pral, ça veut dire frère, tu vois. Ok, d'accord, je marque ça. Et après il dit ouais, quand tu vas venir au parloir samedi, amène-moi les petites chavées. Les petites chavées, c'est les enfants, tu vois. Mais
pour moi, nous, on va à l'école, l'adjectif qualificatif et conjugaison et tout. J'ai trouvé cette orthographe qu'ils ont, mais tellement beau, tu vois. Tu sais, ça sort, c'est magique, toi. Toi, nous, on se fait chier l'adjectif qualificatif, ceci, du verbe, pour écrire quoi, un mot qui fait même pas une demi-ligne. Donc, allez, les petites chavées, et il me dit, ici, les vetch, on les met au pas. S'il y en a un qui touche un seul gitan, ou un autre écrivain, on descend tous, on remonte pas. Je dis, c'est qui les vetch? Il me dit, c'est les matons. Tu vois, ils ont leur langage, mais ils sont pas inculturels parce que ils ont leur écriture, tu vois. Alors, c'est pour ça m'énerve qu'on les monte du doigt, tu vois. Alors, j'en suis venu à être réalisateur parce que j'ai toujours préféré être derrière la caméra que devant. Bon, mais avec ma stature, tout ça, ma gueule, on m'a beaucoup appelé pour faire des rôles de gitans, des rôles de voyous, mais moi, je voulais franchement être derrière la caméra. Parce que j'ai vécu une vie où c'était le cinéma tous les jours. Je me souviens d'ailleurs de la phrase d'un de mes juges d'instruction quand j'étais jugé aux assises. Et il me dit, alors j'étais très étonné, il me dit comme ça, ouais, vous les voyous, mais c'est la cour de récréation. Vous les voyous, c'est la cour de récréation. Ouais, parce que j'expliquais, bon, voilà, où étiez-vous, monsieur Jean-Pierre Tagliaferri, ce matin-là, à 9h moins le quart, quand la banque, un tel, s'est fait braquer? Alors moi, je le regarde, mais je le fixe bien. Je dis, de toute façon, si je vous le dis, vous allez jamais me croire. Allez-y, je vous croirai. Pas de problème, j'étais chez moi, je dormais. Et ça, c'est un vieux de la MAF qui m'avait appris ça. Il dit, ne cherche aucun alibi. J'étais à tel café, il y a des gens qui m'ont vu, ils vont aller les interroger, ils vont effectivement dire qu'ils t'ont pas vu parce qu'ils ont peur d'aller en prison. Le sommeil, tu étais chez toi, tu dormais. Alors le lendemain dans les journaux, le braqueur dormeur, pendant que Jean-Pierre Tagliaferri dort avec son équipe, les banques se font toutes seules. Et donc je disais au président, mais oui, sonnez carré. Il dit, vous allez aller rêver pendant 15 ans, ça va se transformer en cauchemar. Mais ils m'ont mis tout sur le doute, mais j'ai jamais rien avoué. Surtout j'étais qu'une équipe. De temps en temps, il fallait les tenir un peu. J'étais qu'une nana à l'époque, Betty, alors là, complètement. Je tardais, elle a retiré n'importe où pour rien. J'avais un associé, Bruno, alors lui, il fallait que je le maintienne, parce qu'il était chaud aussi. Et c'était vraiment la cour de la création, j'étais vraiment le maître d'école, il fallait toujours que j'aille l'œil sur eux, parce que ça dérapait vite. Donc voilà. Et puis, Betty, elle est décédée, Bruno, il est décédé, chez Agile, il est décédé aussi. Fantomas, il est décédé aussi, tu vois. Je suis le père tranquille maintenant, je suis le seul qui reste en vie. Voilà. Donc j'espère qu'ils sont en enfer, qu'il y a des banques, des gonzesses et tout, mais pas au paradis. C'est pour le paradis, un arrosoir, une fleur, ça les intéresse pas. Ils ont bien raison. Qu'il y a du bon Jack Daniel, tout ça, puis bon, les jeunesses, comme on dit. Voilà. Qu'est-ce que tu as réalisé comme film? J'ai réalisé avec une actrice que j'aime beaucoup, qui est mon actrice fétiche, Léa Delval, pas mal de courts-métrages. Voilà, bon, évidemment, c'est sur les hold-up, tout ça, voilà. Des clips aussi que j'ai fait avec elle, parce que je trouve qu'elle ne surjoue pas, elle joue. Elle est née actrice, voilà. Donc voilà, on s'entend super bien, c'est mon actrice fétiche et je la lâcherai pas. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter Léa? Voilà. Léa Delval, c'est mon actrice fétiche, voilà. Et on a fait plusieurs courts-métrages de gangsters ensemble. Et, voilà. Dont un que j'aime beaucoup, c'est Le Retour de la Patronne. Pareil, on voit une banque, il y a un coffre-fort, tout ça, voilà. Et un autre court-métrage où je la trouve excellente dedans, mais il n'y a que elle qui pouvait faire ça, c'est le kidnapping de Colombo. Les Américains,
s'ils voient ce court-métrage, ils vont être comme des fous. Comme Colombo qui se fait kidnapper par une femme gangster et elle le met carrément dans le coffre de la voiture. Elle est excellente là-dedans. Mais même les autres, elle est excellente. Mais celui-là, elle est en Couteau d'or aussi, le gang du Couteau d'or, elle est excellente. C'est des courts-métrages qu'on a réalisés tous les deux, d'ailleurs, on se voyait avant. Alors, je dis, bon, Léa, tu seras capable de faire ça. J'avais un peu peur qu'elle s'énerve un peu, des fois, tu sais, qu'elle joue à côté ou qu'elle soit... Oh là là, une bombe atomique, elle arrive là-dedans, le calibre à la main. Comment elle t'attrape les lacières? Bon. D'ailleurs, bientôt, ils seront diffusés, ces courts-métrages. On les verra à la télé, on les verra... Voilà. Donc voilà, elle est excellente. Excellente. J'ai tout de suite fâché sur elle quand je l'ai vue. J'ai dit, ça, c'est bêtise. Et c'est cette femme-là qu'il me faut pour faire ces courts-métrages de gangsters. On a fait des clips aussi. Le loup du pénitencier, il est excellent. Bon, on se rentre dedans comme des chansons à la Gainsbourg. Toi. Ouais, je suis ton loup, tu es mon loup, tu m'as mis une balle en plein cœur et tout. Et j'adore ça. Voilà. C'est... Bonjour, je m'appelle Léa Delval. J'ai fait le retour de la patronne. J'ai également fait le kidnapping de Colombo. J'ai tourné dans Le rêve de Romy Lalouve et le gang de Couteau d'or. J'ai fait plusieurs courts-métrages sous la responsabilité de Jean-Pierre Tagliaferri, qui est un réalisateur, qui m'a pris sous son aile. Il a eu confiance en moi et je lui en remercie beaucoup d'avoir eu confiance en moi et de me donner cette chance. Jean-Pierre a pu réaliser quelques clips dont j'ai pu tourner dedans, comme Le voyage de Romy, Les anges de la nuit, ensuite Le loup du pénitencier. Là où on se rentre dedans, on fait un peu comme du Gainsbourg, en fait, on se rentre dedans. Tu es mon loup, tu es ma louve, tu m'as mis une balle en plein cœur. Face à moi, tu ne seras jamais le vainqueur. Enfin, on se rentre dedans. Il y a un petit jeu de rentrer dedans. Et à un moment donné, il y a une montée. Chaud le loup, chaud la louve, J'ai adoré ça. On s'est bien éclaté. Il y avait une bonne ambiance, c'était génial. Et en même temps, j'ai tourné dans un autre clip, Les gens de la vie. Ah ouais. Ensuite, j'ai tourné avec Jean-Pierre, mais dans d'autres courts-métrages, comme un court-métrage qui s'appelle L'autographe, avec Jean-Pierre Tagliaferri et Ludovic Bertillot, qui est un autre grand acteur comme Jean-Pierre Tagliaferri. Alors l'ambiance était super, c'était convivial, une bonne équipe, géniale. C'était un plaisir de pouvoir tourner avec eux, dans de bonnes conditions. Et j'ai pu aussi tourner, il n'y a pas longtemps, dans un autre court-métrage qui s'appelle Burnout, avec Thierry Obadja. Alors, le rôle que j'ai kiffé, c'était quand, dans un épisode que Jean-Pierre a réalisé, c'est le kidnapping de Colombo. Quand je le prends, je le chope et je le fous dans le coffre de la voiture. Je me suis éclaté. J'ai pris mon pied. Je me suis lâché. J'ai bien aimé. Quand je le menace sous un flingue, je lui dis, tu vas retrouver tes nouveaux appartements. Et puis je lui dis, rentre là-dedans. Rentre tout de suite, tu retrouves tout de suite tes nouveaux appartements. Et là, j'ai bien kiffé parce que je me suis lâché, mais je me suis bien lâché. Vous voyez ce qui m'attend. Hein. Donc, si on me retrouve dans un coffre de voiture. Hein. Après, tous les courts-métrages, c'est un plaisir de tourner. Je veux dire, j'aime ça, ça me plaît. Et, je me sens épanouie. Pour moi, c'est ce qui compte, tourner. Me glisser dans la peau d'un personnage, donner des émotions, des sentiments. C'est ce que j'aime. As-tu des nouveaux projets? J'en ai un qui est très,
très beau, l'histoire est belle et qui me tient à cœur. Et je veux vraiment le réaliser et le tourner avec Léa, à qui j'ai donné le premier rôle parce que elle a vécu cette vie-là. Elle a souffert, elle a vécu cette vie. Et c'est l'autoroute est longue. Hein. Voilà. On est sur la route, voilà. Et c'est un projet, un film extraordinaire. Et autant dedans il y a un peu de violence, il y a des braquages, autant il y a de la tendresse, autant voilà. Elle vit avec sa maman dans une caravane et elle n'a pas de sous pour aller à la piscine, ça commence comme ça. Et elle va se baigner, c'est l'été, elle va se baigner dans les fontaines. Elle est gamine. Et puis son père, qui est un ancien boxeur, il n'arrête pas de frapper sa maman. Sa maman devient aveugle. Elle a 15 ans, elle grandit. Et elle prend le fusil coupé de son père, et elle le bute. Et elle se barre. Et elle, toute seule, elle rentre dans une banque, elle fait sa première banque. Et donc, elle prend le sac, elle met le fusil dedans, alors les sacs à coups, c'est grand, et puis elle arrive dans un café, et là où il y a une bande de gangsters qui font des banques aussi. Et il la repère au bar. Bon, il y en a un, il sème, il va la voir. Je vous offre un verre. Elle dit, allez, je peux me payer, ce soir, je peux me payer tous les verres du monde. Oh là là, le mec, oh là là, oh là là. Oh là là, oh la belle, t'as qu'à nous payer un verre aussi. Elle dit déjà, tu me tutoies pas pour commencer. Tout. les mecs, ils se marrent parce qu'il est mort de rire, parce que c'est vraiment des gros durs chevronnés, toi. Justement, qui respectent les femmes, les enfants, toi. Mais quand le matin, comme ils disent, on va travailler le matin 5 minutes, et puis après le soir, on jette des billets en l'air, c'est la java, c'est les boîtes, c'est les bouteilles, et tout ça. Donc, elle vient s'asseoir à table avec eux, et puis elle part... sur la route, voilà, sur l'autoroute, voilà. Merci à toi, Jean-Pierre, de me donner cette chance pour ce long métrage. Merci à toi, Léa. Merci beaucoup à toi. Ah, j'en ai une bonne pour vous, une bonne anecdote. Voilà. On avait tapé une poste. On était que 3, là. Alors, pareil, les poulets, ils arrivent, putain, on les voit. On sort par la porte de derrière. On se casse. Je passe devant la rue Charcot, et je rentre dans une cour, c'était un patronage. Je vois des scouts. Oh putain! Hop, j'en chope un, ne bouge pas bien. Tais-toi, je te dis, déshabille-toi. Moi, je me déshabille, je prends l'habit de scout, il avait son sac à dos, je mets les billets de la banque dedans, hop, je l'enferme, il y avait un cabanon, je l'enferme dedans, et puis je pars habillé en scout comme ça, et j'ai même vu les voitures de flics qui montaient, toi. Et c'était trop marrant, parce qu'il y avait marqué à cœur vaillant, rien d'impossible. Je les ai croisés, j'ai regardé comme ça. Je me rappelle, à l'époque, j'étais jeune marié, d'ailleurs, mon fils venait de naître, ma femme va me voir rentrer, mais en scout, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, t'inquiète pas, je suis rentré dans les scouts. Elle me dit, ça existe, les scouts à ton âge? Bien sûr, mais t'as rien compris. Mais... Alors, j'enlève le sac, et j'ai dit, toi, quel genre de scout? Alors, je l'ouvre. Oh, elle voit les billets, tu sais, mais avec les rubans verts autour, là, c'est comme un genre de scotch. Oh là là, si les flics viennent à la maison, mais je t'inquiète pas, ils viendront jamais à la maison. Aujourd'hui, je suis un scout braqueur. Oh là là, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Tu leur dis rien, surtout. Voilà. Au point de vue sentimental, Jean-Pierre, tu as des choses à nous raconter? Ouais, je me suis marié, j'avais 15 ans. Ça commençait déjà vieux. Et quand mon fils est né, voilà. Et à l'époque, ma première femme, elle avait 19 ans, et moi j'avais 15 ans. Voilà. Donc voilà. Puis après, j'ai tapé les bracos, même bien avant déjà. J'ai travaillé comme portier dans les boîtes, tout. Donc voilà, c'est le milieu, hein, c'est comme ça. Ouais. Donc je payais même des copains des fois pour qu'ils aillent me remplacer, parce que je voulais pas les passer. Alors, le patron de la boîte, putain,
il appelait parce qu'il y a le téléphone, et j'avais le téléphone chez moi. Il dit ouais, tu me prends pour un con. Mais c'est moi qui embauche, c'est pas toi. J'ai dit toi, tu fermes ta gueule parce que je vais te débaucher tout de suite. Quoi, des menaces et tout. Ouais, des menaces, je vais aller voir la police. Va la voir, il n'y a pas de problème. Et le lendemain, je ne veux pas être au boulot, il m'attendait sur la porte. Comme ça. Ah, moi, je disais. Il me dit, t'es malade, quoi, t'es malade, tu vas pas me tuer. Je fais non, mais me provoque pas. Je dis, ce soir, je bosse, t'inquiète pas. Alors voilà. C'est une drôle de vie, quoi, mais bon, c'est comme ça. Une vie sans regret.